Donc l'exposition désert vient juste d'être inaugurée et on commence déjà avec des conférences. Et alors, une partie de l'Oasis, ou je sais pas si, pardon, une partie de l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas. Enfin, certains, je crois que oui, est consacrée en partie à l'Oasis, enfin au modèle de l'Oasis. Alors, je commence avec une conférence qui dit déjà le modèle dépassé. Oh, c'est un drôle d'augure pour une exposition, mais il y a aussi l'idée d'un futur peut-être sous-estimé. Donc, voilà. Donc, c'est l'occasion surtout pour moi de vous présenter un peu le modèle de l'Oasis. Et je vais survoler rapidement en fait ce modèle dans le sens où je ne vais pas détailler tous les cas possibles d'Oasis. Si vous avez des questions, on y revient à la fin. Là, l'idée, c'est de faire une présentation assez simple. Donc, après une introduction, je vais, définir, c'est même pas un plan en 3 parties, hein, c'est en 2 parties, définir le modèle oasien, les mutations du modèle, et après, une conclusion un peu en ouverture. Alors, la question du... il y a un petit glitch. Ok. Donc, pour ce qui est de cette introduction à cette présentation, vous présentez les enjeux, grosso modo, de cette question autour des oasis. C'est se poser la question de savoir si le modèle de l'oasis est un modèle dépassé, en déclin, ou alors est-ce qu'on peut l'envisager comme un laboratoire pour un avenir peut-être soutenable ou plus soutenable. Alors, vous dire donc que ce que je vais vous présenter repose que sur des données ethnographiques, enfin bien sûr aussi de la bibliographique, mais c'est des données d'ethnographie de mes terrains oasiens, donc ça va donc je fais un mix, hein, ça va du Maroc jusqu'à l'Arabie, et donc du Sahara à la péninsule arabique. Et par ailleurs, ici, j'interviens non pas comme sur un registre militant, vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai dit ça, mais vraiment scientifique. Et donc là, ce que je propose, c'est plutôt de travailler sur un cumul de raisonnés de faits analysés, on va dire. Alors, après ces précautions, l'idée, c'est de commencer par définir ce modèle oasien. Et c'est un modèle qui est présent avec des nombreuses variations sur de vastes échelles géographiques. On le retrouve pour son ère, on va dire, historique. Après, il a pu voyager. Grosso modo, du Maroc. Probablement que ce modèle est né autour du golfe Persique. Et là où a été domestiqué le valmidatier également. Et qu'il s'est après répandu à l'est et à l'ouest, donc jusqu'au Maroc, et puis à l'est, de côté, bien sûr en Iran, mais même plus loin, peut-être en Chine aussi encore. Alors, pour définir ce modèle, je m'amuse souvent à commencer par définir ce que n'est pas une oasis, parce qu'on a beaucoup de... Enfin, après, c'est ma définition opérationnelle, on va dire, hein, de travail. Chacun est libre d'avoir la définition qu'il veut. Mais pour moi, ce que n'est pas une oasis, c'est ça. Alors, pourquoi je... Alors ça, on va dire que c'est plus une oasis d'un point de vue de la culture populaire française. Et donc, on a typiquement quelques palmiers, une flaque d'eau. Et pour moi, c'est enfin, maintenant, entre collègues archéologues, anthropologues, etc., on parle plutôt d'un îlot de fertilité. Mais pas vraiment c'est pas une oasis. Comme là, Tatin aussi, bon, vous avez repéré le Tintin au pays de l'or noir. Et là, je l'ai remonté parce qu'en fait, c'est sur plusieurs pages. Et on voit que Tintin, il est perdu, tout, puis il est content avec Milou, il a trouvé une oasis, on est sauvé. Et il trouve de l'eau, donc il donne un coup de pied dans un palmier, paf, il y a un régime de date qui tombe. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'imagerie d'une oasis qui est un Éden et qui dénie complètement l'aspect anthropique.
de la réalité oasienne. Ma définition, c'est qu'une oasis, c'est la combinaison d'un habitat sédentaire permanent, donc des gens qui habitent un espace dans le désert, la combinaison donc d'un habitat avec une zone agricole irriguée et qui est la plupart du temps, à 99%, une palmeraie. Donc le tout évidemment dans un désert ou une zone très aride. Alors d'ailleurs l'image qui est en arrière-plan, on ne la voit pas bien, mais on en verra d'autres derrière. Je crois que c'est chez Bika, en Tunisie. Et on voit la palmeraie, et c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. On la voit mieux sur mon écran, si vous voulez venir. Donc on voit le vieil habitat, on va dire, mais on le voit mieux ici sur une autre oasis. Ça c'est à Siwa. Et là c'est assez clair. On voit c'est la grande mer de sable qui commence en fait au sud, là, la palmeraie, et le vieux. Enfin, on n'appelle pas Ksar dans cette oasis, on parle de Chali pour parler de village. Donc là, c'est le village qui a la particularité d'être construit avec de l'argile, bien sûr, mais aussi beaucoup de sel. Parce qu'en fait, on ne voit... Oui, on devine... Ah, attendez, j'ai un pointeur. Ah, ben non, c'est à l'envers. Oui, là. Là, on devine c'est un lac, en fait. Il y a un lac à droite, à l'est et à l'ouest de l'oasis de Siwa. Donc c'est en Égypte, dans le nord de l'Égypte. Et c'est des lacs complètement salés, donc c'est de l'eau saturée de sel. Donc il y a une vraie banquise de sel qui est là, et qui est en grande partie issue de drainage, d'irrigation. Et les gens se servent du sel aussi pour fabriquer leur maison. Donc c'est des blocs de sel et de terre, d'argile. Donc voilà, là on a une belle illustration de cette combinaison d'habitat et d'agriculture. Alors d'un certain point de vue, on peut dire que l'oasis c'est présente comme une sorte d'aberration écologique, mais d'origine humaine, dans le sens où ça ne devrait pas être là. Donc ça c'est une des stratégies déployées par les humains qui a été inventée, une des stratégies inventées par les humains pour vivre dans le désert. L'autre grande possibilité c'est la mobilité, c'est ce qu'on présente dans l'exposition, donc par la chasse-cueillette ou le pastoralisme. Et l'autre cas presque radicalement opposé, mais complémentaire, c'est de s'installer à un endroit favorable où il y a de l'eau et de le transformer cet endroit. Le transformer au point de pouvoir y vivre et de pouvoir avoir une agriculture. Alors il y a je vous ai présenté cette définition avec une combinaison d'habitat et d'agriculture. Sur le versant urbain, on a toujours un habitat qui est regroupé, dense, souvent en position élevée, c'est-à-dire sur des contreforts ou alors carrément sur un Inselberg, donc sur une sorte de... Un Inselberg, c'est un reste de plateau, on va dire, qui est resté comme une sorte de dent unique, comme ça, dans une plaine. Et pour des raisons... Alors historiquement, c'est pour des raisons sécuritaires, mais à deux points de vue. Du point de vue des possibles crues et pluies violentes. Donc dans le désert, il ne pleut pas, sauf quand il pleut. Et quand il pleut, d'un seul coup, ça peut être vraiment dommageable. Il y a vraiment des pluies qui peuvent tout emporter. Alors mettons que ça touchera forcément les palmeraies si ça passe par là, mais au moins les habitations, les vies humaines seront préservées. Et l'autre aspect, c'était le cas pour Siwa. Là, on ne se rend pas compte vraiment ici, mais c'était complètement fermé par comme une sorte de forteresse. Et là, c'était vraiment aussi pour se préserver d'attaques en particulier dans cette région. C'est plutôt de tribus bédouines, donc de razzia. Bien sûr, alors là, c'est une autre oasis. Donc, c'est la partie urbaine d'une oasis en Arabie Saoudite.
Et alors, vu là, c'est d'un point de vue élevé, mais donc là, c'est plutôt terre et pierre, beaucoup de pierres qui ont été récupérées aussi sur un site archéologique tout près. Et dès que l'on alors, ça, la question de. Bon, c'est classique, hein, les toits servent aussi. Enfin, là, c'est complètement abandonné aujourd'hui. Enfin, ça fait 40 ans que c'est abandonné. Les gens ont déménagé d'un coup dans la ville qu'on devine, la ville moderne qui est là-bas au fond. Et en 2-3 ans, ça s'est décidé. Tout le village a quitté la vieille cité oasienne. Elle était très ancienne. Et si on va à l'intérieur, parce qu'on ne se rend pas trop compte de comment c'est organisé, on voit que tout est compact. Et il y a des raisons bioclimatiques pour ça. Ça permet de maintenir la fraîcheur. Il y a des systèmes de ventilation passifs et bien sûr de l'ombrage, etc. Mais avec beaucoup de rues qui sont couvertes. Donc ça, c'est au même endroit, hein, mais vu d'en dessous. Et on a beaucoup de ruelles, mais c'est encore un classique dans les oasis, hein, beaucoup de rues couvertes par des pièces, enfin des parties de maisons. Mais là, c'est une rue publique. Enfin, oui. Alors, c'est raisonnablement large. Parfois, ça peut être plus étroit encore. Donc, on comprend qu'on est. Parfois, c'est volontairement étroit et biscornu pour éviter les entrées par justement des envahisseurs qui viendraient à cheval, par exemple. Donc, il y a un aspect défensif. Mais donc, une façon une urbanité qui était ancienne dans ces cités oasiennes, qui était beaucoup dans le comment dire où la promiscuité était très forte. Ça, c'est juste à titre d'exemple un autre système. On n'est plus sur de l'argile crue. Là, on est sur la brique d'argile cuite. Donc ça, c'est à Tozeur en Tunisie. Et là, ça a été l'occasion de faire plein de motifs. Il y a beaucoup de styles différents pour monter ces briques. Alors, il y a le versant, on va dire, urbain, qui est qui est par force. En fait, les gens étaient évidemment un peu contraints de trouver des solutions pour pouvoir vivre dans le désert sans trop souffrir. Mais le challenge côté agricole était peut-être encore presque plus grand, parce que c'était de créer ça à partir de presque rien, un peu d'eau et les images d'Épinal qu'on a vues au début, peut-être qu'on avait à l'origine un îlot de fertilité, sans doute sans palmier d'ailleurs, et à la fin on obtient ça. Donc ça c'est pas juste en donnant des coups de pied dans un palmier comme Tintin, ça c'est beaucoup de travail, et sur des générations. Et des oasis, celle-là, c'est Tozeur encore. C'est des oasis qui existent depuis, celle-là au moins depuis 2000 ans. Celle qu'on a vue juste avant, Siwa, pareil. Enfin, et la première en Arabie Saoudite également. Donc, comment fonctionne le côté agricole? Comment on a pu faire de l'agriculture en plein désert? C'est d'abord grâce au palmier. Le palmier est vraiment la plante clé de voûte. C'est-à-dire que sans ce palmier dattier qu'on a diffusé partout, on a pu, sans ce palmier, on aurait pu difficilement faire la même chose. On réfléchit avec des collègues archéologues parce qu'il y a les collègues archéologues en Arabie trouvent des potentiels oasis, mais ça serait avant le palmier. Alors ils hésitent encore, hein, ils ne savent pas très bien des traces d'agriculture, mais quelle forme ça aurait pris, parce qu'ils n'ont pas trouvé les plans de la palmeraie, si elle existait, ou des jardins, ou l'agriculture. Donc ils se tordent un peu les méninges pour savoir si c'était possible de le faire avec des oliviers, quand même peu probable. L'idée, pourquoi on cherche un bon candidat, mais on n'en trouve pas d'autre que le palmier dattier, c'est que le palmier dattier, il lui faut de l'eau aux pieds, mais il supporte très bien le soleil. La tête peut être au soleil sans souci, ce qui fournit de l'ombre et de l'ombrage pour les plantes qui seraient en dessous.
évidemment, vous imaginez l'ensoleillement dans les déserts. Et par ensoleillement, c'est pas seulement une question d'ensoleillement, ça crée aussi toute une... évidemment, avec le concours de l'homme, on a réussi à créer tout un microclimat, ce qu'on appelle l'effet oasis. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir une réduction de l'ombrage, mais réduction du vent. Les vents sont embêtants dans le désert parce qu'ils sont très desséchants par nature. Et les jeunes pousses, les plantes n'aiment pas le vent desséchant en général. Et on va avoir aussi un effet de tampon. En fait, j'ai mesuré j'avais une petite station météo, j'ai fait plusieurs fois, de voir un petit peu presque au même endroit, sauf que je l'ai fait une fois un poste en palmeraie, dans ce type de palmeraie, et un poste à côté. Et donc, effectivement, dans la palmeraie, on a aussi des variations. Hein. C'est pas tout à fait tamponné, mais par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur, évidemment, on a l'hygrométrie est déjà beaucoup plus forte extrêmement plus élevée dans la palmeraie, et en plus elle a un côté tampon, mais le tamponnage de la température aussi est important, donc il y a moins d'amplitude. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pousser du coup en dessous? On dit classiquement qu'on a ces 3 strates dans l'agriculture de palmeraie. La strate des palmiers, donc en dessous on va voir des fruitiers, c'est ce qu'on voit, là on voit des bananiers, on voit des... Qu'est-ce qu'on voit encore? On doit voir un grenadier au fond là, et là il y a des rosiers, il y a des citrus, enfin des agrumes, pardon. Voilà, on pourrait avoir plein de choses, parfois des oliviers. Je crois que justement là c'est un olivier il y a beaucoup d'oliviers à Siwa, là c'est à Siwa. Et on a donc, et puis la culture, le niveau bas, je reviens sur la celle précédente parce que c'est plus clair ici. La dernière strate, là c'est pas du tout des mauvaises herbes qui poussent comme ça, hein, c'est la corette potagère, qui est l'herbacée au pied, et qui pousse, donc tout le sol est dessiné en planche de culture pour pouvoir apporter l'eau et irriguer ici et pas là, etc., de façon différentielle. Donc la palmeraie reste structurée par ces 3 niveaux. Parfois, la troisième planche peut être un petit peu... La troisième strate, parfois, est un peu décalée, ou alors on fait des clairières, parce qu'on veut que, pour certaines cultures, on préfère qu'il y ait du soleil, donc on garde un endroit à l'intérieur de la palmeraie où il n'y a pas de palmiers, pour pouvoir avoir du soleil, tout en bénéficiant encore de l'effet oasis. Donc qu'est-ce qu'on plante sur cette dernière strate? C'est classiquement tout ce qui est plantes potagères, c'est varié. Aujourd'hui, on trouve des piments, des tomates, des aubergines, on peut même trouver des plantes tinctoriales, du tabac. On peut trouver, il y a des choux. Voilà. Mais on a aussi des céréales. Ça, c'est souvent que je préfère mettre un peu les céréales au soleil. Par céréales, ça peut être du sorgho, mais c'est surtout du blé et de l'orge, du mil aussi. Enfin, il y a une autre dimension qui est importante, c'est les fourrages. Parce qu'il y a toujours un peu de, pas des grands troupeaux, mais toujours un peu de moutons, chèvres en stabulation, plus les ânes, quand on en a encore besoin. C'est vraiment l'animal de transport par excellence. En général, il n'y a pas du... Il y a des exceptions, mais en général, il n'y a pas de dromadaire dans les oasis. Le dromadaire, il est trop grand. Parfois, on s'en servait pour tirer l'eau, mais voilà, c'est pas massif. L'âne, par contre, oui, il sert tous les jours pour faire les allers-retours entre la maison et le jardin, etc. Donc, on a donc cette division on va dire verticale, mais il y a aussi une division horizontale dans le sens où l'entièreté de la palmeraie est un ensemble complètement contigu comme des puzzles, comme un puzzle de jardins. Et ces jardins sont évidemment toutes des propriétés privées. Alors, chacun est roi chez soi, mais il y a quand même une dimension collective quand il faut nettoyer les drains, quand il faut... mais évidemment, quand on veut apporter l'eau,
La plupart du temps, dans les oasis, l'eau n'arrive pas. Il arrive que des palmeraies aient chacun des jardins avec son propre puits, mais la plupart du temps, c'est des sources collectives, enfin, ou de l'eau qui est amenée de façon collective et qui est partagée. Donc l'eau toute seule ne suffit pas pour faire une palmeraie. Au-delà du travail, de l'agriculture, il y a aussi tout le savoir-faire pour que l'eau sorte et en quantité suffisante, quelle que soit la source, et l'idée est de la partager derrière, de façon équitable. Si l'eau coule en permanence, c'est le cas des sources, il faut faire des rotations, que ça tombe, cette personne à 20 minutes, l'autre à 2 heures, etc. Donc on fait tourner, on a des tours d'eau, on fait tourner entre les propriétaires, mais l'idée est quand même que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient lésés, pas en termes de temps d'irrigation, mais en termes d'heures, parce que si son heure d'irrigation tombe entre 3 heures et 4 heures du matin, c'est bien, mais pas toutes les semaines. Donc voilà, il y a une gestion, il y a une gestion sociale, technique, sociale et collective de la ressource, de l'eau. Et il y a des règles, donc ça veut dire qu'il y a des règles du jeu que, évidemment, tout le monde suit. Alors, il peut y avoir éventuellement des disputes, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce travail, ces palmeraies, elles sont là, elles existent, mais comme je le disais, c'est une sorte d'aberration, même d'un point de vue thermodynamique, ça n'a pas de sens. Sauf si on y pense, si on n'oublie pas qu'en permanence, on ajoute du travail. Alors bien sûr, on a ajouté des plantes, bien sûr, on a créé à force des sols. On parle d'anthroposol pour dire ce qui est parce qu'en fait, à l'origine, c'est pas vraiment des sols très fertiles. Mais à force, on a après des bonnes hauteurs de sol qui sont créées par le travail agricole, par le fait qu'on retourne les sols, par le fait qu'on amende en permanence les sols grâce au cheptel en stabulation. J'ai oublié de dire évidemment que le cheptel en stabulation sert un peu à la viande, beaucoup au lait, mais aussi à la fumure des jardins. Donc ils sont en stabulation dans les jardins et ils servent directement à amender. Donc on est vraiment dans un système écologique, un système agroécologique qui fonctionne, agricole, qui fonctionne et qui tourne. Et quand il est bien régulé, aussi étrange que ça puisse être cette agriculture en plein désert, ça fonctionne, ça peut fonctionner pendant des décennies, des siècles, voire des millénaires. Alors, au bilan, les oasis, l'oasis est une des options que l'humanité a développées pour vivre en milieu désertique. Et elle a permis donc aux humains de survivre, mais bien mieux que ça, de vivre dans les oasis, et même parfois de prospérer, parce qu'il y a vraiment pendant de longues périodes, mais les oasis n'ont pas été seulement des enfants. L'idée d'une oasis perdue n'existe pas. Enfin, elle est fausse, en tout cas. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Zarzura, l'oasis mythique que beaucoup de sociétés géographiques ont cherché au début du XXe siècle en Égypte, dans le désert libyque. Mais par principe, en fait, c'était une quête un peu absurde, parce qu'une oasis ne peut pas vivre en autarcie complète. Elle est bien engagée vers l'autarcie pour se débrouiller, mais fondamentalement ne l'est jamais. Elle est toujours en communication avec d'autres endroits. Déjà pour une raison presque, en termes de ressources, s'il y a beaucoup de ressources sur place, elles n'ont pas toutes les ressources. Il leur faut du fer pour faire les outils, il leur faut d'autres produits qu'ils ne produisent pas, et par ailleurs, ils ont une excellente monnaie d'échange qui sont les dattes. Les gens ont eu des régimes alimentaires extrêmement qui s'appuyaient extrêmement fort sur la date, on en mangeait à tous les repas, mais une palmeraie produit toujours beaucoup plus que ces agriculteurs et les familles des agriculteurs ne peuvent manger. Donc, ce qui veut dire qu'on a une part de la production agricole, et en particulier des dattes, des palmiers dattiers, qui est toujours exportée parfois sur le proche, dans les échanges avec les bédouins, les populations bédouines ou les populations nomades pastorales, qu'elles soient bédouines, qu'elles soient touareg ou toubou, ce qu'on veut. Et
Ça peut être le cas aussi de certaines façon plus marginale, mais ça peut être le cas aussi pour des céréales. Alors c'est les échanges, ça va être viande contre date, etc. Et des échanges plus lointains. On produit aussi des dates pour être exportées là, du coup, en caravane. En général, on vise les grandes villes, même si elles sont à 15 jours, 3 semaines, 1 mois de distance. Mais les grandes villes sont très friandes de dates aussi. Alors, on peut parler vraiment d'un modèle agroécologique dans son acception scientifique du terme agroécologique, c'est-à-dire d'un modèle d'interaction entre les plantes, les animaux, les êtres humains et leurs environnements au sein d'agroécosystèmes. Et le tout à travers des pratiques particulières, des pratiques techniques, agricoles, qui sont diversifiées, qui sont résilientes, qui sont économes, en intrants et adaptées aux contextes locaux. Cette frugalité, cette sobriété, elle est obligée, dans le sens où on est, même si quand on vit dans une oasis, on a tendance un petit peu à oublier ce qu'il y a autour, mais pas très longtemps. On a souvent des aperçus sur le désert qui est autour. Et si dès qu'on, même aujourd'hui, si on a besoin d'une pièce de rechange pour un moteur, ok, il faut faire 600 km pour trouver. Voilà, donc on peut être, on est dans une forme de sobriété. Mais ce modèle a permis donc des sociétés de façonner un mode de vie durable et par obligation et productif évidemment. Donc c'est un modèle agroécologique efficace. Alors très bien, on peut se dire que tout va bien, qu'il n'y a plus rien à changer. Sauf que ça change. Il y a quand même le modèle est en mutation. Mutation, je l'ai pris en termes génériques parce que parfois c'est plus que mutation, parfois ça peut être une disparition totale. Et parfois, ça peut être juste des petits changements à la marge. Donc, ça varie beaucoup selon les situations des nationales de chaque État et puis de chaque oasis en particulier, en fait. Donc, on a la disparition, en fait, de façon pragmatique, le modèle que je vous ai présenté, qui connaît des variantes, hein, on est d'accord, je vous ai présenté vraiment quelque chose de très succinct. C'est pas forcément toujours les mêmes plantes, j'ai pas parlé de la forme de l'organisation du travail qui varie beaucoup aussi, qui n'est pas forcément égalitaire du tout d'ailleurs, mais il y a un modèle et qui connaît ces variantes, mais l'ensemble de ce modèle qui est ancien, qui a plusieurs millénaires, est en train de disparaître. Et parfois, alors on peut imputer comme cause à cette disparition ou cette transformation. La première cause que j'impute, c'est, puisque je mets beaucoup en avant le côté travail pour maintenir ce système, c'est la disparition de pratiques et de connaissances qui sont accumulées sur des générations. Et au contraire, l'adoption de nouveaux modèles agricoles modernes qui sont beaucoup plus simples et des formes aussi d'habitat qui sont d'une certaine façon plus confortables, mais moins soutenables, on va dire, et moins adaptées. Alors, évidemment quand je parle de perte de connaissances et de pratiques, ça va avec complètement des changements de fonctionnement sociaux. Il n'y a pas de connaissances et de pratiques sans un cadre plus général social qui permette ces pratiques, ces connaissances et leur transmission, évidemment. Alors, les changements qui opèrent dans les oasis, je vais les présenter de façon, encore là aussi, un peu dichotomique et caricaturale, très rapidement.
Encore une fois, on peut y revenir sur des cas plus précis en discussion. Et évidemment, la réalité est un peu plus nuancée. C'est pas forcément un choc frontal entre traditionnel et moderne. Il y a beaucoup plus de... si on réfléchit un peu comme une tectonique des plaques, il y aurait des subductions, des inductions, etc. Parfois des dislocations, parfois ça peut être brutal, mais la plupart du temps, alors ça peut être rapide, plus lent, etc. Alors, l'agriculture. L'agriculture hérite. Alors, on voit que là, on n'est plus tout à fait dans un modèle d'agriculture que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, certes, la Palmeraie est encore jeune, mais c'est un paysage, on va dire, typique de ce qu'on peut voir dans beaucoup d'oasis, enfin en périphérie de beaucoup d'oasis. C'est quand le terrain, pardon, l'aire agricole d'une oasis s'étend. Et c'est vraiment la marque actuelle de toutes les oasis aujourd'hui. Typiquement, là, on a, en l'occurrence, je ne m'en souviens plus, quelle variété, peut-être Majloul ou Rajwa, je ne sais plus. En l'occurrence, là, c'est une seule variété qui est plantée. Alors, j'ai oublié de vous parler de la variété. Quand je vous dis qu'on exporte le caractère, on va dire, de nœud de réseau d'une oasis, qui est toujours lié à d'autres oasis et à d'autres villes plus lointaines, etc., pour les échanges. Donc le côté non autarcique d'une oasis, ça se voit même dans sa diversité de palmiers dattiers. Les palmiers dattiers, il y en a toujours plusieurs. Il y a une seule espèce de palmier dattier, mais plusieurs variétés. Et c'est le cas. Alors, certaines oasis sont plus riches que d'autres, ou ont décidé, on va dire, de conserver plus de variétés que d'autres. Mais ça peut être d'une quinzaine de variétés. Récemment en Arabie, je travaillais sur une oasis qui avait une centaine de variétés différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on trouve toutes ces variétés de façon dans les mêmes parts. Il y a toujours, dans toutes les oasis, il y a toujours une variété ou un couple de variétés élites. Celle qu'on plante beaucoup plus parce que c'est celle qu'on va exporter. Et c'est toujours évidemment une variété qui fournit des fruits qui se conservent bien par définition, sinon on ne pourrait pas les transporter. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, nous, en France, on connaît la Deglet Nour habituellement. Parfois, on connaît le Majhoul. Parfois, on connaît pas grand-chose de plus. En fait, on a du mal à trouver d'autres oasis parce que depuis la colonisation, les importateurs et exportateurs marseillais ont choisi la Deglet Nour pour l'Algérie et la Tunisie. Et de là, ils ont imposé le modèle, enfin, avec l'autorité coloniale, ils ont imposé un modèle de ce format-là, en fait, qui le format de la palmeraie traditionnelle leur a semblé trop compliqué, et surtout, ils avaient du mal à mettre la main dessus politiquement. Et donc, ils ont préféré créer ex nihilo des nouveaux périmètres irrigués, et là, où régnait l'ordre, et pas le désordre, là, c'est palmiers bien alignés. Et que des palmiers, donc là, on retire toute l'agrobiodiversité qui reste, et à l'intérieur de des palmiers, qu'une seule variété. Donc, en l'occurrence, pour le Maghreb, c'était beaucoup Algérie-Tunisie, beaucoup la Deglet Nour. Et après, il y a l'équivalent, en fait, là en Arabie, c'est d'autres variétés qui ont été choisies, etc. Donc, évidemment que le modèle, il est à la fois efficace, dans un sens, ce type de... Voilà, j'en ai peut-être d'autres photos. Voilà. Alors peut-être que c'est des modèles efficaces de plantation, ça marche. Parfois, ils sont assez espacés et bien droits pour pouvoir passer même des machines. En général, là, on n'est plus dans des relations complexes de travail. En général, on est dans du salariat pur et dur, voire de la main-d'œuvre importée. Donc, on n'est plus du tout avec des savoir-faire locaux, évidemment, si c'est de la main-d'œuvre importée. Et on n'est plus... Donc on est dans ce modèle d'agriculture nouveau. C'est pas de l'agriculture intensive. Parfois, on se mélange un peu les pinceaux. Agriculture intensive, pour le coup, c'est vraiment le système, le modèle oasien d'agriculture oasienne où c'est intensif parce qu'il y a ces 3 étages et on produit beaucoup en peu de surface. Alors que là, on est plutôt dans l'extensif. On agrandit les surfaces sur des très grandes
Alors, chaque jardin ici, ou chaque ferme, ou chaque parcelle, alors, du coup, souvent, presque dans toutes les oasis, il y a un nom différent pour désigner les propriétés à l'intérieur de la vieille palmeraie et les propriétés dans les palmeraies modernes. Et donc là, on est vraiment dans de l'extensif, en surface comme en usage, des ressources également, avec ses propres forages, etc. Et alors, en fait, c'est assez drôle. J'avais travaillé, j'ai commencé beaucoup mes études il y a un moment sur le Maghreb, en fait, sur la Tunisie. Et en cherchant un peu dans la bibliographie, dans les références un peu anciennes, enfin, surtout les carnets de voyage de Français qui voyageaient en Algérie, en Tunisie, avant la colonisation, ils étaient tous épatés par l'industrie qui était ce qu'ils appelaient l'industrie, c'est-à-dire l'agriculture qui était développée dans les oasis. Et il y en avait un, j'ai oublié son nom, qui disait qu'il était admiratif et qui disait mais si nos paysans en France pouvaient en prendre de la graine et travailler aussi bien. Et ça c'est drôle parce que peu de temps après, une fois la colonisation installée, le discours a complètement changé et c'est devenu mais on comprend rien à vos systèmes, c'est pas propre, c'est le bazar et ça peut pas être efficace, c'est pas assez aligné, etc. Et depuis ce modèle on va dire colonial a été moderne, on va dire, a été complètement réapproprié par les États devenus indépendants et ils ont continué à augmenter les surfaces comme ça. Alors parfois, à côté des palmes, donc c'est toujours quelques petites exceptions, mais c'est toujours basé sur des modèles, je vais vous montrer l'exception après, mais c'est toujours basé, sur du palmier dattier, cette côté un peu culture industrielle, ou ça peut être aussi, il y a des modèles basés sur des oliviers aussi, ou sur des agrumes, et donc on va avoir des agrumes en grande quantité dans le désert, alors là, ou des oliviers, là ça demande de l'eau quand même. Et ou alors on peut avoir des grandes serres industrielles, enfin quasi industrielles, qui sont installées. Alors là, on n'en voit que 2, 3, mais il y en a des hectares. Et ou alors aussi ce modèle de culture sur pivot. Alors, là, c'en est une demi en fait. Mais là, on va cultiver en plein soleil. On va donc avec des grandes rampes d'irrigation. C'est des cultures sur pivot. Bon là, en l'occurrence, je ne sais plus ce que c'était. Je pense que c'était maintenant de la luzerne qui est revendue après. Évidemment, c'est pas pour la consommation personnelle, c'est pour le marché. Et voilà, ça, c'est un paysage vu d'au-dessus d'un morceau de désert. Ça, c'est dans le nord de l'Arabie, où tout est en culture sur pivot. Alors là, pour le coup, c'est même affranchi de l'ancien noyau oasien. Alors, avec ces modèles coloniaux et ces modèles nouvellement importés, on peut parler d'agro-business. Ça s'appuie, c'est pas juste un manuel qui est arrivé et puis les gens ont suivi le manuel et ont fait la même. Alors déjà, ça peut être des sociétés parfois complètement étrangères à l'Oasis qui sont venues s'installer et puis qui ont développé ces choses-là, mais aussi c'est repris par les Oasiens eux-mêmes, ou une partie des Oasiens eux-mêmes. Et ça s'appuie là vraiment, en fait c'est un changement de paradigme, parce que les gens s'appuient sur des nouvelles conceptions. On n'est plus du tout le même rapport à l'environnement. Et donc, ce que j'ai appelé un rapport instrumental, c'est-à-dire qu'on change ses pratiques, on change sa conception du rapport à l'environnement. Alors, évidemment, donc, ce qui disparaît dans ces cas, c'est aussi, et ce qui est vital, ce sont ces savoir-faire et ces pratiques accumulées par des générations de travailleurs oasiens. Et, alors, ça disparaît, mais parfois pas tout à fait complètement, parce qu'on peut avoir des oasiens, on peut avoir dans certaines oasis des gens qui mènent une sorte de double vie, double casquette. En tout cas, il y a encore une personne peut très bien avoir son vieux jardin,
Et là, évidemment, qu'il ne va pas penser à vendre, évidemment, qu'il va pas, enfin, pas les fruits en tout cas, sauf les dates, et il va conserver une architecture, on va dire, très organique de la palmeraie, de son jardin, etc. Et l'après-midi, il va aller voir sa nouvelle palmeraie moderne, et là, avec son livre comptable, il sait très bien les recettes, les entrées, le salarié, combien ça lui coûte, combien il a payé la pièce de moteur pour aller faire son propre forage personnel et pas dépendre de l'eau des voisins, etc. Donc on peut avoir parfois des... Mais cela dit, la génération d'après risque de ne s'intéresser, enfin je dis risque, parce que j'ai assisté à ça, risque de s'intéresser qu'à ce qui rapporte de l'argent, donc plutôt le côté moderne. Du coup, la transmission de savoir est plutôt un petit peu ébranlée. Alors, ça c'est pour les changements, les mutations qui opèrent pour l'agriculture, mais évidemment il y a toujours ce pendant aussi le pendant urbain. Et on a une nouvelle urbanité qui s'est installée, qui s'est créée. Alors là, alors ça dépend beaucoup de la richesse, on va dire, des oasis et des situations nationales. Là, on est à Siwa, donc c'est une des premières diapositives que je vous ai montrées avec le lac au fond, etc., avec les murs en sel, en argile et en sel. Et maintenant, les gens vivent ici. Ils ont construit tout en agglo. Alors là, pour le coup, c'est du gypse, calcaire et carré. Donc c'est presque ce que c'est mieux, peut-être, je ne sais pas si c'est mieux que le ciment, mais en tout cas, c'est enfin que tout ciment. Mais en tout cas, on a besoin pour vivre dans ce type d'habitation. Alors, ce qui change, c'est l'habitat et l'habitation. Les habitations, là, il faut clairement des clims. C'est pas supportable sans clim. Donc, ça veut dire qu'il faut l'énergie derrière. D'où vient l'énergie? Alors, curieusement, dans les oasis, elle vient de façon vraiment exceptionnelle du soleil, du solaire. On est toujours dans du pétrole. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est pas encore. Et alors que le fait qu'il y ait une urbanisation, c'est pas vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué au début, c'est pas un fait en soi qui est nouveau, parce que les oasis ont toujours existé avec des cités oasiennes, parfois qui ont été florissantes, parfois des centres culturels, intellectuels importants, sachant que même ces oasis ont pu être au centre même d'empires. On pense au Garamantes, par exemple, d'empire proprement saharien. Mais c'était alors avec des habitats et des habitations donc, vernaculaires qui étaient forcément adaptés par force, on va dire. Ce qui s'est modifié, ce sont les attentes des habitants. C'est-à-dire que, en général, personne n'a forcé les gens à quitter leur vieille maison pour habiter du ciment. C'est pouvoir être... il y a un changement de société qui fait qu'on veut plus de confort, quitte à devoir passer avec le bruit, vivre avec le bruit de la clim. Mais c'est aussi moins d'entre-soi et d'être un peu plus indépendant, chaque maison étant une unité familiale. Là, on le voit voilà, là, c'est en Arabie Saoudite. Là, chaque maison est une unité familiale. Donc, c'est des blocs, une sorte de blocos fermés. Et les gens ont gardé très peu de place pour la cour. Parce qu'en fait, l'unité, la parcelle que l'État leur a donnée, c'est l'emprise de l'ensemble. Et ils n'ont pas gardé de place pour la cour ou pour un jardin. Et à chaque fois, ils ont pris le maximum. Et par contre, la vie est complètement intérieure. Il peut y avoir un puits de lumière par le centre. Mais habituellement, les fenêtres sont fermées avec du carton devant, etc., pour protéger de la chaleur. Et donc on est beaucoup plus isolé finalement aujourd'hui dans ce type d'habitat modernisé. Plus compliqué de se déplacer, et tout était pensé autour de la voiture. Il n'y a pas de déplacement possible sans voiture. Et donc là c'est assez clair qu'on a plaqué, alors même si on n'a pas exactement ce type de maison en Europe, par exemple, ou on a quand même une importation d'un catalogue. Parfois, là, en l'occurrence, dans cette oasis, c'est proprement un catalogue. Et les gens avaient à choisir entre le modèle 1, 2, 3, 4, etc. Et donc avec tout en ciment, bien sûr, en fer à béton et ciment, et évidemment pas du tout adapté
au climat, est beaucoup moins adapté, on va dire, au climat désertique que ne l'était l'ancien habitat. Alors, on a évidemment aussi, ce qui va avec, c'est évidemment une vie de consommation, le tout voiture, mais aussi avec des changements au niveau de la consommation. Alors ça c'est plus graduel en général, mais c'est souvent plus lent, mais ça arrive. Donc là, on peut avoir des Starbucks maintenant et des Tetra Pizza enfin, je connaissais pas Tetra Pizza avant, mais bon, ça, on imagine une sorte de Domino Pizza. Ça, c'est en Arabie. En même temps qu'il y a une affiche pour faire la promotion de la zakat, pour la Ramadan, pour payer son impôt musulman. De charité. Et puis, du coup, on peut imaginer que derrière, consommation, sacs plastiques, pollution, etc., etc. Et aussi, d'où vient l'énergie pour faire fonctionner tout ça. Alors, il y a d'autres mutations, enfin d'autres registres des mutations. Il y a la question donc, du risque des ressources surexploitées, ce qui met un peu en péril les oasis. Alors, en termes de ressources, on mettra au premier plan évidemment la question de l'eau. Alors que l'agriculture consomme beaucoup d'eau, je dirais c'est assez normal. On est quand même dans le désert. Il faut apporter, il n'y a pas de miracle, hein, si on veut faire pousser, il faut de l'eau. Même, je dirais que des hôtels, maintenant il y a beaucoup d'oasis qui commencent à recevoir du tourisme ou qui le reçoivent depuis longtemps. Et parfois, comme en Tunisie par exemple, ça fait longtemps qu'ils ont des piscines, ces oasis pour les touristes, etc. Je dirais même que ce n'est pas trop le problème. La consommation domestique finalement, et même des piscines, ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Le problème, c'est plutôt l'extension du domaine irrigué. Parce qu'il y a certaines oasis qui sont passées, je calcule il y a des régions en 20 ans qui ont doublé leur surface irriguée. Je pense au Djéride qui est passé de 4000 hectares à 8000 en rajoutant 4000 de plus en palmeraies modernes, nouvelles. Et dans la région du Nefzawa, qui est de l'autre côté du Tchot el Djerid, c'est encore pire. Alors là, en Arabie, on est passé palmeraie au début XXe siècle, palmeraie de 300 hectares à peu près. On est passé à 14 000 hectares. Donc on est l'avantage ces palmeraies peuvent prospérer parce qu'on a des techniques minières pour aller chercher l'eau, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Évidemment, dans ce cas d'oasis, on était obligé les gens utilisaient des canates, enfin ils appellent ça des ayoun, mais c'est des canates, c'est des systèmes de Fogara. Et donc là, le périmètre irrigué était complètement en fonction de l'eau disponible, de la ressource, et de la manière dont les gens arrivaient aussi à sortir cette ressource, c'est-à-dire qu'il fallait continuer à nettoyer, peut-être en creuser des nouveaux, etc., mais les nettoyer en permanence, les entretenir. Et l'eau était le facteur limitant pour le développement de la surface irriguée. Aujourd'hui, si avec une bonne machine, on creuse, on peut descendre plusieurs centaines de mètres et on a son eau. Alors, sauf que cette ressource, il y a un vrai risque de la surexploiter, évidemment. Je ne vais pas vous faire... Vous avez tous entendu parler des problèmes de ressources en eau dans les ouest. Il y a quelques cas emblématiques qui sont connus. C'est le fameux continental intercalaire au complexe terminal en Algérie. C'est une grande nappe qui est partagée entre la Libye, l'Algérie, Libye, Tunisie et l'Algérie. Chaque État est faisant un petit peu la course avec l'un pour pouvoir prendre plus d'eau que le voisin. Il y a des accords en fait pour réguler tout ça. On s'est rendu compte de l'ampleur de la nappe, on a été connu depuis longtemps, mais de l'ampleur de la nappe dans les années 70. Et à ce moment-là, on avait déclaré, waouh,
les plus grosses réserves du monde d'eau sont, la plus grande nappe d'eau du monde est sous le Sahara. Donc il y avait un côté un peu étrange, mais qui était vrai. Il y a beaucoup d'eau. Après, le fait de forer un peu partout pour continuer à faire des nouveaux périmètres, ça fait baisser le niveau piézométrique, c'est-à-dire que ça a fait baisser la pression. L'eau était en forme de pression sous des couches imperméables, et donc elle remontait par des fissures pour irriguer depuis des millénaires, pour le coup, des vieilles oasis. Donc le côté autant palmeraie que pour boire pour les habitants. Toutes ces sources-là maintenant sont complètement taries parce qu'il n'y a plus de pression. Donc au début, quand on faisait les premiers forages, on avait comme une sorte de geyser qui sortait. Maintenant, c'est complètement terminé. Il faut de l'énergie pour tirer l'eau. Et on sait que cette eau, en fait, n'est pas non plus homogène. C'est-à-dire qu'on continue, il y aura encore de l'eau, mais sauf qu'elle devient de plus en plus salée. Parce que plus on descend et plus elle est salée. Et plus elle est salée et plus elle est inapte à l'agriculture. Et du coup, on a des vrais risques de, je ne sais pas, peut-être l'avenir des oasis en Tunisie, par exemple, peut-être dans 20 ans, elles ne sont plus là. Sauf si on va chercher de l'eau dessalée, d'eau de mer, peut-être. On pense à la même chose en Arabie aussi, parce que, pareil, on dépasse c'est des couches. Bon, je ne vais pas aller dans le détail parce que je vois qu'il y a l'heure là-bas et je vois qu'elle tourne. Mais l'eau est consommée à un rythme 6 fois plus élevé qu'elle ne se recharge. Parce qu'ils ont la chance, contrairement au Sahara, là, c'est de l'eau renouvelable par les pluies sur un vaste bassin, etc. Mais ils consomment 6 fois plus. Donc, et vu que l'eau a mis un siècle à descendre jusqu'à la nappe après une pluie, la réparation n'est pas facile. Alors, ça c'est un autre cas. C'est toujours des problèmes d'eau. Parfois, on sort tellement d'eau qu'on arrive à noyer les palmeraies sous trop d'eau. Parce qu'en fait, là c'est de l'eau de drainage, qui est rejetée dans des lacs. Où avant, vu l'évaporation dans le Sahara, ça suffisait largement, c'est à Siwa. Et là, les niveaux est tellement, on arrose tellement, donc on draine tellement, et le drainage est obligatoire pour pas stériliser les sols, et que maintenant on est obligé de mettre des moteurs pour rejeter l'eau par-dessus les digues qu'on a créées autour des terres agricoles. Donc ça devient un peu, on a maintenant des périmètres irrigués oasiens qui sont en train de couler. C'est assez étrange. Et il y a un risque, enfin, qui est important, je crois, c'est le risque touristique. Donc, pour moi, le risque touristique, il ne se situe pas tellement dans le côté. Ils ont des piscines et c'est pas tellement la consommation d'eau. À mon avis, c'est le problème, il est plus dans. Il n'est pas non plus dans l'accueil même du tourisme. Je pense qu'il n'y a pas de. Pourquoi pas? Enfin, j'ai pas de souci avec le fait qu'il y ait qu'on accueille du tourisme dans les oasis. Et puis, j'avais travaillé un petit peu là-dessus sur ces questions, j'avais comparé même l'accueil et la réception touristique à Siwa et à Tozor, justement. Et c'était assez drôle parce que ça marche très bien. Je dirais, grosso modo, ça marche très bien. C'est plein d'incompréhensions de part et d'autre, autant du côté des Oasiens que des touristes. Mais à la fin, tout le monde est content. Alors, je me dis, ça fonctionne. Une sorte de malentendu productif, mais ça fonctionne. Donc tout le monde y trouve son compte, ça va très bien, sauf qu'il y a un risque, lorsque le tourisme va croissant, que d'une part l'oasis devienne soit une vitrine muséifiée ou patrimonialisée, et qu'alors, dès qu'on commence à patrimonialiser, c'est toujours des agents extérieurs à la situation locale qui sont les acteurs. Et ces acteurs extérieurs vont... Je vais vite alors. Ces acteurs extérieurs vont assigner... le processus, il est classique, c'est assignation d'identité. On écrit de l'extérieur l'histoire locale et on va figer le tout on va figer la réalité, en quelque sorte. Et donc, pour le dire de façon plus compliquée, c'est dire que les Oasiens deviennent l'objet d'une subjectivation où les premiers intéressés, les Oasiens, se font déposséder de leur subjectivité. En bref, ce
se produit en fait une définition par l'extérieur, culturelle, sociale, et une perte, ce qu'on appelle en fait une aliénation, hein, tout simplement, des Oisiens, de leur propre culture, de leur propre histoire et de leur propre identité. Donc tout ça a un effet, je passe, voilà une transformation touristique de la vieille, un quartier ancien, c'est pas la vieille ville, là, mais on le transforme. Et là, ça va plus loin. On est jusqu'à là, on arrive à des extrêmes un peu plus étranges, où les autorités sont en train d'exproprier les propriétaires des jardins pour retransformer la Palmeraie en joli paysage oisien, en fait, qui convient pour le tourisme. Voilà, donc là c'était un vrai jardin, une vraie ferme avant, et au fur et à mesure ça devient touristique. Donc ça c'est un risque. Donc les oasis se transforment, elles ont en gros ce qu'on peut dire, c'est que les oasis se transforment, mais elles ont toujours évolué. Enfin, c'est pas une question, je ne suis pas un nostalgique du passé. Mais ce qui disparaît là, c'est un modèle. C'est plus un modèle qui est en train d'évoluer, de s'adapter. On a parfois plutôt des formes de rupture. Malgré les variations qui étaient normales culturelles, géographiques autour de ce motif partagé de l'oasis, là maintenant on s'opère des partages de valeurs, on va dire mondialisés. Et on connaît les mêmes en France. Hein. Et souvent, ces valeurs mondialisées sont médiatisées, parfois par des outils très concrets, comme cette grue, par exemple, ou par des choses un petit peu plus abstraites, comme un logiciel Excel qui permet maintenant de faire sa comptabilité, etc. Et donc, ces outils aussi viennent définir les modes d'intervention, finalement, sur l'environnement. Alors, tout ça, c'est très bien documenté par l'anthropologie. L'idée que c'est toujours que l'association toujours et partout dans le monde entre plusieurs éléments, représentation, discours, pratique. Il n'y a pas de geste qui soit juste agricole. Un geste agricole pur, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait toujours un geste agricole, il est lié à une situation sociale, une situation culturelle et un encodage à des représentations, à un discours, etc., à des valeurs qui sont derrière. Et mon métier, justement, c'est de faire ce lien, grosso modo, entre ce qu'un groupe social pense de l'environnement, des choses qui le composent, quels sont les noms, les qualités et les valeurs qu'on donne aux choses de ce monde, et par ailleurs, les manières de pratiquer cet environnement, et comment ce groupe social s'organise en conséquence. Alors, grosso modo, encore, mon métier est donc de s'intéresser à l'écologie propre de ces groupes sociaux. C'est ce qu'on appelle, enfin, quand on parle de l'écologie, là, on n'est plus, je ne parle pas d'écologie au sens écologie scientifique, mais c'est l'organisation du monde. L'écologie scientifique est un discours écologique parmi d'autres, moi qui m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas le seul. Et d'ailleurs, mon champ disciplinaire, à l'intérieur de l'anthropologie, c'est l'ethnoécologie, c'est-à-dire l'écologie des autres, en gros. Et c'est important pour ce qui va suivre, la dernière partie, la conclusion. On a un modèle, on peut se demander s'il a réinventé ou une source d'inspiration. Les oasis que j'ai choisis comme laboratoire de recherche sont précieuses pour la recherche, car on a là un cadre pour comprendre les évolutions qui sont tout à fait contemporaines. Mais ce qui est très intéressant, c'est c'est une situation d'observation où tout est très exacerbé, très visible en quelque sorte, parce qu'on est dans des conditions environnementales très contraignantes et très particulières. Et les oasis sont aussi un laboratoire intéressant et précieux pour le passé, enfin pour les collègues qui travaillent sur le passé en archéologie, pour comprendre l'évolution des sociétés. Mais donc présent, passé, mais le futur,
Pour le futur, alors je ne suis pas prospectiviste, c'est un métier qui existe, mais qui n'est pas le mien du tout. Donc je vais y aller avec prudence. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut se promettre pour le futur avec les oasis? Je dirais que le modèle oasien hérité et le modèle classique, j'utilise rarement le mot traditionnel, il m'écorche un peu la bouche, mais c'est un peu l'idée, ce qui représente aujourd'hui un modèle dépassé. J'aurais tendance à dire oui, dans le sens où les oasis sont tout un peu en mutation et le modèle, de toute évidence, n'est plus exactement corrélé à un monde ou aux attentes sociales des habitants et par ailleurs au monde qui est en train de se transformer. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de demain, dans le sens où on est indéniablement et indéfectiblement lié aux changements globaux qui agissent sur notre Terre et notre planète. Terre et planète, c'est la même chose. Et donc, par changements globaux, vous connaissez la nuance entre changements climatiques et changements globaux. Les changements globaux incluent les changements climatiques, mais il y a aussi tout le reste des pollutions, etc. Changements sociaux. Et donc, hop, ça ne marche plus. Si. Donc, les oasis à réinventer, pas réinventer. Est-ce que les oasis se représentent tel un modèle qu'on doit réinventer? Ça sera la jeunesse de le décider, mais pas réinventer, je ne parle pas de l'option d'une muséification, hein, on est d'accord, même in situ. Parce que mettre en musée, finalement, un agro-écosystème et des formes d'habitat, donc une oasis, une entité aussi complexe, ce serait la rigidifier comme un animal naturalisé. Mais je vois plutôt les oasis comme une forme d'inspiration. Alors, quand on parle d'inspiration, souvent, comme ça, on se dit « Ah oui, bien sûr, il y a on me l'a déjà dit, le biomimétisme ». Alors, le biomimétisme, vous connaissez le concept probablement, c'est s'inspirer des formes que l'évolution a su retenir pour nous... c'est les humains qui s'inspirent des formes retenues par l'évolution. Chez les animaux, les plantes, etc. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout ce que je propose, c'est pas du tout du biomimétisme, parce que là, c'est une chose plus complexe, c'est un système complet. Et plutôt copier non plus, c'est pas mimétisme dans le sens où je pense qu'il faut plutôt s'inspirer que essayer de copier. Donc, on serait plutôt dans une forme de, si je parlais tout à l'heure d'ethno-écologie, on serait une forme de ethno-éco-inspiration. Alors ça, le terme n'est pas très beau en fait, mais bon, en attendant mieux. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ce serait s'inspirer donc de formes de pratiques, de formes de pratiques en même temps que, et plus généralement, des formes de relations à l'environnement, y compris d'organisation sociale et des systèmes de connaissances. Je parle de formes d'adaptation, aux changements climatiques globaux, et que connaissent les déserts, mais connaissent aussi évidemment toute la planète. Si par changements globaux, on entend, alors bien sûr, il y a un monde qui se réchauffe, etc., mais au-delà de ça, un monde qui perd ses ressources. C'est flagrant dans les déserts avec la surexploitation en eau, mais c'est un modèle de possiblement d'autres situations à travers le monde où ce ne sera peut-être pas l'eau, mais ce serait d'autres biens communs. On peut essayer de réfléchir à comment s'inspirer des modèles oasiens, du modèle oasien hérité, qui a permis, avec des régulations sociales, à se maintenir en vie pendant des siècles et voire des millénaires. Donc ce serait peut-être, on pourrait espérer que les sociétés locales oasiennes elles-mêmes se réinspirent de leur propre passé, pas copier le passé, mais s'en inspirer pour qu'elle puisse perdurer et qu'elle continue en inventant un nouveau modèle oasien qui convienne à l'époque. Mais on peut difficilement leur demander de changer sans que nous, ou sans que le reste du monde ne change également. Donc on peut aussi proposer une inspiration oasienne pour inspirer nos aussi à nous propres modèles de production et d'habitat et peut-être de consommation également. Donc si vous avez été dans l'exposition, vous avez vu qu'on a beaucoup
Ça tourne beaucoup autour de la notion, je ne crois pas qu'elle est dite, mais ça tourne quand même beaucoup autour de la notion de frugalité et de sobriété dans les déserts. Même la conception même de l'espace est prévue un peu comme ça. Donc peut-être que ça peut être une forme d'inspiration. Et bien sûr, on pourrait reprendre après chacun des motifs de ce modèle, sur le mode d'habitat, et on va aller se tourner vers s'inspirer des caractères bioclimatiques, des ressources, de chercher des ressources locales, des valorisations des savoir-faire, etc., plutôt qu'une uniformisation et une hyper-technologisation, plutôt proposer la sobriété, donc. Et puis, penser aussi à une gestion sociale des ressources, puisque les ressources ne sont pas juste des choses non pas qu'à caractère matériel. Voilà, et puis donc dans nos modes de consommation également. Alors, dernier point, les oasis, pour moi, donc, ne représentent pas un modèle de perfection, hein, on est d'accord. Il y a eu... et c'est pas un modèle non plus de perfection qu'il faudrait retrouver, un âge d'or perdu. Les populations qui ont vécu, qui en ont vécu de ces oasis, ont parfois aussi connu des vicissitudes. Et c'est normal, vu les conditions très singulières environnementales. Donc ils ont parfois connu des moments précaires, mais ils ont vécu, ils ont fait beaucoup plus que survivre. Et donc ça peut être un modèle d'ethno-éco-inspiration pour une humanité aujourd'hui qui était à la croisée des chemins, dans un monde qu'elle soumet elle-même aux changements globaux. Voilà, tout à l'heure je parlais ouais, juste un post-scriptum. Tout à l'heure je parlais d'agroécologie, en disant que je suis, là j'en parle comme d'un point de vue scientifique. Il y a le côté aussi, l'agroécologie en tant que mouvement politique. Enfin, le mouvement écologiste s'intéresse beaucoup à l'agroécologie, et ça peut il peut y avoir un caractère militant. Je n'en suis pas militant, juste que ni pour ni contre. Mais par contre, je reconnais ils ont un peu raison. Là, c'est mon point de vue. Donc là, je sors un peu de mon rôle de scientifique, mais pas tout à fait. Ces mouvements débordent toujours de la simple pratique. Ces écologistes ne vont pas vous dire juste planter des radis, enfin, pas que des pratiques. Ils vont proposer un modèle social. Et ça va exactement dans le sens de la réflexion de l'anthropologie, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a les choses ne sont pas décorrélées, ce n'est pas juste des pratiques. Et puis, on pourrait changer juste de pratique et s'abstraire de changer de mode de pensée à l'environnement. Le mode de pensée de sa relation à l'environnement, évidemment, est très différent dans les oasis, ou en Amazonie, ou dans les montagnes corses, ou dans le Caucase. Mais l'idée, c'est que ces pratiques n'ont sens, deviennent aussi efficaces qu'avec des modes de pensée particuliers. Donc, ce qui voudrait dire qu'il nous faudrait changer peut-être concurremment, donc à ces pratiques concurremment, changer de façon de penser le monde, et peut-être aussi de changement avec les changements sociaux qui vont avec. Voilà. Je vous remercie.